La méthode Coué, ou la maîtrise de soi-même, par l'autosuggestion consciente. Mesdames, Messieurs, la suggestion, ou plutôt l'autosuggestion, est un sujet tout à fait nouveau, en même temps qu'il est aussi vieux que le monde. Il est nouveau en ce sens que, jusqu'à présent, il a été mal étudié, et par conséquent mal connu. Il est ancien parce qu'il date de l'apparition de l'homme sur la Terre. En effet, l'autosuggestion est un instrument que nous possédons en naissant, et cet instrument, ou mieux cette force, est doué d'une puissance inouïe, incalculable, qui, suivant les circonstances, produit les meilleurs ou les plus mauvais effets. La connaissance de cette force est utile à chacun de nous, mais elle est plus particulièrement indispensable aux médecins, aux magistrats, aux avocats, aux éducateurs de la jeunesse. Lorsqu'on sait la mettre en pratique d'une façon consciente, on évite d'abord de provoquer chez les autres des autosuggestions mauvaises, dont les conséquences peuvent être désastreuses, et ensuite l'on en provoque consciemment de bonnes qui ramènent la santé physique chez les malades, la santé morale chez les névrosés, les dévoyés, victimes inconscientes d'autosuggestions antérieures, et aiguillent dans la bonne voie des esprits qui avaient tendance à s'engager dans la mauvaise. L'être conscient et l'être inconscient. Pour bien comprendre les phénomènes de la suggestion, ou pour parler plus justement de l'autosuggestion, il est nécessaire de savoir qu'il existe en nous deux individus absolument distincts l'un de l'autre. Tous deux sont intelligents, mais tandis que l'un est conscient, l'autre est inconscient. C'est la raison pour laquelle son existence passe généralement inaperçue. Et cependant, cette existence est facile à constater, pour peu qu'on se donne la peine d'examiner certains phénomènes et qu'on veuille bien y réfléchir quelques instants. En voici des exemples. Tout le monde connaît le somnambulisme. Tout le monde sait qu'un somnambule se lève la nuit, sans être éveillé, qu'il sort de sa chambre après s'être habillé ou non, qu'il descend des escaliers, traverse des corridors et que, après avoir exécuté certains actes ou accompli certains travaux, il revient à sa chambre, se recouche et montre le lendemain le plus grand étonnement en trouvant terminé un travail qu'il avait laissé inachevé la veille. Cependant, c'est lui qui l'a fait, bien qu'il n'en sache rien. À quelle force son corps a-t-il obéi, si ce n'est à une force inconsciente, à son être inconscient? Considérons maintenant, si vous le voulez bien, le cas trop fréquent, hélas, d'un alcoolique atteint de délirium tremens. Comme pris d'un accès de démence, il s'empare d'une arme quelconque, couteau, marteau, hachette, et frappe furieusement ceux qui ont le malheur d'être dans son voisinage. Quand, l'accès terminé, l'homme recouvre ses sens, il contemple avec horreur la scène de carnage qui s'offre à sa vue, ignorant que c'est lui-même qui en est l'auteur. Ici encore, n'est-ce pas l'inconscient qui en conduit ce malheureux? Si nous comparons l'être conscient à l'être inconscient, nous constatons que, tandis que le conscient est doué souvent d'une mémoire très infidèle, l'inconscient, au contraire, est pourvu d'une mémoire merveilleuse, impeccable, qui enregistre, à notre insu, les moindres événements, les moindres faits de notre existence. De plus, il est crédule et accepte, sans raisonner, ce qu'on lui dit. Et comme c'est lui qui préside au fonctionnement de tous nos organes par l'intermédiaire du cerveau, il se produit ce fait, qui vous semble plutôt paradoxal, que s'il croit que tel ou tel organe fonctionne bien ou mal, que nous ressentons telle ou telle impression, cet organe, en effet, fonctionne bien ou mal, ou bien nous ressentons telle ou telle impression. Non seulement l'inconscient préside aux fonctions de notre organisme, mais il préside aussi à l'accomplissement de toutes nos actions, quelles qu'elles soient. C'est lui que nous appelons imagination et qui, contrairement à ce qui est admis, nous fait toujours agir, même et surtout contre notre volonté, lorsqu'il y a antagonisme entre ces deux forces. Volonté et imagination. Si nous ouvrons un dictionnaire et que nous cherchions le sens du mot volonté, nous trouverons cette définition. Faculté de se déterminer librement à certains actes. Nous accepterons cette définition comme vraie, inattaquable. Or rien n'est plus faux, et cette volonté, que nous revendiquons si fièrement, cède toujours le pas à l'imagination.
C'est une règle absolue qui ne souffre aucune exception. Blasphème, paradoxe, vous écrirez-vous. Nullement. Vérité, pure vérité, vous répondrai-je. Et pour vous en convaincre, ouvrez les yeux, regardez autour de vous, et sachez comprendre ce que vous voyez. Vous vous rendrez compte alors que ce que je vous dis n'est pas une théorie en l'air, enfantée par un cerveau malade, mais la simple expression de ce qui est. Supposons que nous placions sur le sol une planche de 10 mètres de long sur 0,25 mètres de large. Il est évident que tout le monde sera capable d'aller d'un bout à l'autre de cette planche sans mettre le pied à côté. Changeons les conditions de l'expérience et supposons cette planche placée à la hauteur des tours d'une cathédrale. Quelle est donc la personne qui sera capable de s'avancer seulement d'1 mètre sur cet étroit chemin? Est-ce vous qui m'écoutez? Non, sans doute. Vous n'auriez pas fait 2 pas, que vous vous mettriez à trembler et que malgré tous vos efforts de volonté, vous tomberiez infailliblement sur le sol. Pourquoi donc ne tomberez-vous pas si la planche est à terre, et pourquoi tomberez-vous si elle est élevée? Tout simplement parce que, dans le premier cas, vous vous imaginez qu'il vous est facile d'aller jusqu'au bout de cette planche, tandis que, dans le second, vous vous imaginez que vous ne le pouvez pas. Remarquez que vous avez beau vouloir avancer, si vous vous imaginez que vous ne le pouvez pas, vous êtes dans l'impossibilité absolue de le faire. Si des couvreurs, des charpentiers sont capables d'accomplir cette action, c'est qu'ils s'imaginent qu'ils le peuvent. Le vertige n'a pas d'autre cause que l'image que nous nous faisons que nous allons tomber. Cette image se transforme immédiatement en acte, malgré tous nos efforts de volonté, d'autant plus vite même que ces efforts sont plus violents. Considérons une personne atteinte d'insomnie. Si elle ne fait pas d'efforts pour dormir, elle restera tranquille dans son lit. Si, au contraire, elle veut dormir, plus elle fait d'efforts, plus elle est agitée. N'avez-vous pas remarqué que plus vous voulez trouver le nom d'une personne que vous croyez avoir oubliée, plus il vous fuit, jusqu'au moment où, substituant dans votre esprit l'idée « ça va revenir » à l'idée « j'ai oublié », le nom vous revient tout seul, sans le moindre effort. Que ceux qui font de la bicyclette se rappellent leur début. Ils étaient sur la route, se cramponnant à leur guidon, dans la crainte de tomber. Tout à coup, apercevant au milieu du chemin un simple petit caillou ou un cheval, plus ils cherchaient à éviter l'obstacle, plus droit ils se dirigeaient sur lui. À qui n'est-il pas arrivé d'avoir le fou rire, c'est-à-dire un rire qui éclatait d'autant plus violemment que l'on faisait plus d'efforts pour le retenir? Quel était l'état d'esprit? Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.